Porsche. Peut-on vraiment être luxueux et populaire? Donc, c'est une question que je pose d'entrée de jeu. Porsche, l'un des fleurons de l'industrie automobile allemande, traverse une période de turbulence. Alors que ses actions ont bénéficié d'une récente détente tarifaire, elle accuse une chute de plus de 20% depuis le début de l'année, contrastant avec la hausse enregistrée par Ferrari, hausse entre parenthèses. Donc, à l'heure où je tourne cette vidéo, bien sûr. Donc, cette divergence reflète un dilemme stratégique. Porsche tente de concilier la production de voitures de sport exclusives comme la mythique 911 avec celle des SUV à grand volume tels que le Cayenne, le Macan ou bien le Taycan. Donc, cette ambition hybride place l'entreprise dans une position inconfortable où elle risque de diluer son prestige tout en luttant pour rester compétitive. Porsche est mondialement reconnu pour la 911, lancée en 1964, dont le design iconique et la rareté en font un objet désiré comparable à la Ferrari F40 ou bien à la Lamborghini Miura. Une que j'adore, mais j'aime bien, c'est la Lamborghini Miura d'ailleurs. Donc, avec des prix dépassant parfois les 250 000 $, la 911 s'inscrit dans une stratégie d'exclusivité similaire à celle d'Hermès pour ses sacs Birkin. À savoir, une production limitée maintient des prix élevés et une aura de prestige, tandis que les modèles d'occasion, parfois vendus à 7 chiffres, renforcent l'attrait des neufs. Cependant, 61% des livraisons de Porsche au premier trimestre concernaient des SUV. Un véritable virage amorcé en 2002 avec le Cayenne et accentué en 2014 avec le Macan. Ces véhicules, bien que luxueux, évoluent dans un segment concurrentiel où la proximité, faites attention, la proximité avec le client et la maîtrise des coûts sont essentiels. Parce qu'ici, le pricing power, il est vraiment limite. Contrairement à Ferrari, qui limite son SUV puro sangue à 20% de ses livraisons pour préserver son exclusivité, Porsche dépend fortement de ses SUV, ce qui expose son modèle économique à des pressions tarifaires et à une dilution de sa marque. Donc vous voyez ici Ferrari, on ne produit pas plus de 20% de livres, on ne livre pas plus que 20% par an pour les puro sangue. Donc on maintient l'exclusivité. Donc on continue à avoir un pricing power. Contrairement à Porsche, où on produit en masse pour les SUV. Les 911 sont en série limitée, mais les SUV, c'est en veux-tu, en voilà. Donc vous voyez que c'est deux stratégies totalement différentes. C'est pour ça que vous ne devez pas comparer Ferrari et Porsche. Les deux sont comparables, mais uniquement sur un segment d'activité de Porsche. Donc, tous les véhicules de Porsche sont fabriqués en Europe. C'est pour ça que je parlais de proximité avec la clientèle. Tous les véhicules de Porsche sont fabriqués en Europe, ce qui confère une aura d'authenticité, mais les expose à des droits de douane, notamment aux États-Unis où une taxe de 25% sur les importations automobiles est envisagée. Donc Ferrari également produit majoritairement en Europe, en Italie, mais Ferrari a un pricing power. Elle peut se le permettre. Okay? De telle sorte que d'ailleurs même elle vend déjà ses véhicules en question avant même de les avoir parfois fabriqués de manière générale. Donc, alors que Porsche ici doit produire, exporter avant de vendre. C'est un modèle totalement différent. Donc, ils n'ont pas des usines dans les pays respectifs où ils s'exportent normalement, mais plutôt en Allemagne. Ce qui est un problème parce que ça augmente les coûts. Si Porsche peut répercuter ses coûts sur les acheteurs fortunés de la 911, il en va autrement pour le Macan qui concurrence des SUV de BMW et Mercedes-Benz produits localement à Spartanburg pour les BMW et à Tuscaloosa en Alabama pour les Mercedes. Donc, ils produisent littéralement aux États-Unis directement, qui est un gros marché de manière générale. OK? Eux, ils produisent. Donc, BMW et Mercedes ont un avantage sur les coûts. Et vous savez que dans ce business-là, les coûts sont très importants. Donc, ces concurrents échappent aux tarifs douaniers, ce qui leur confère un avantage compétitif, entre parenthèses, notamment en Amérique du Nord, où Porsche réalise 29% de ses livraisons. Donc, c'est un marché non négligeable. Porsche a également parié sur la transition ambitieuse vers l'électrique, visant 80% de ventes de véhicules électriques d'ici 2030, en partie pour séduire le marché chinois. Ce choix s'est traduit par le lancement d'une version électrique du Macan et par de lourds investissements dans le Taycan, un modèle sportif électrique. Cependant, ces initiatives ont rencontré des obstacles majeurs. En Chine, les livraisons ont chuté de 28 085 unités au troisième trimestre 2022 à 9 471 au premier trimestre de cette année.
sous la pression des concurrents locaux comme Xiaomi. Le Taycan, quant à lui, n'a enregistré que 4203 livraisons mondiales au dernier trimestre, reflet d'une demande décevante et d'une faible valeur de revente pour les véhicules électriques sportifs. La structure de propriété de Porsche complique également davantage sa stratégie. Détenu à 75% par Volkswagen avec un PDG commun aux deux entités, Porsche manque d'autonomie par rapport à Ferrari qui bénéficie d'une indépendance totale malgré son lien avec la famille Agnelli. De plus, les SUV de Porsche partagent des plateformes avec des marques moins prestigieuses comme Audi, ce qui nuit à son image de luxe. Et ça a toujours été mon problème avec les SUV de Porsche. Regardez les SUV de Audi et comparez les SUV de Porsche. Vous allez voir que c'est la même carrosserie. Donc, c'est la même carrosserie, sauf que la marque est différente. C'est quelque chose que le public également perçoit. Pourquoi est-ce que je vais payer 100 000 $ pour Porsche, pour un SUV Porsche, alors que je peux payer 60 000 $ pour un SUV Audi? Même carrosserie, marque différente. Parfois même, le moteur, c'est la même chose. Donc, faites attention. Pour moi, je trouve que Porsche est en train de diluer sa valeur. Et ça a toujours été ça mon problème avec cette compagnie. Je ne peux pas vraiment dire que c'est du luxe. Globalement, la marque renvoie à la perception, donne l'impression que c'est du luxe, mais en fait, on n'est pas loin d'un Mercedes-Benz, par exemple. Donc, une éventuelle localisation de la production aux États-Unis pour contourner les tarifs douaniers impliquerait des investissements coûteux et une collaboration accrue avec Audi, renforçant cette perception de marque moins exclusive. Ferrari offre un contrepoids instructif. Regardez. En limitant strictement la production de son SUV puro sangue, la marque italienne protège son identité de luxe tout en répondant à la demande pour ce segment. De plus, Ferrari soutient la valeur de revente de ses modèles électriques grâce à un service d'abonnement qui remplace les batteries après 8 ans, répondant ainsi aux préoccupations des acheteurs. Cette discipline stratégique permet à Ferrari de maintenir une valorisation boursière impressionnante. Si on regarde juste comparé si on prend Ferrari ici, c'est à peu près après 49 fois les bénéfices. Et si on prend du Porsche, c'est P911 sticker symbole, Porsche, on a une valorisation à presque 15 fois les bénéfices. Disons 14 fois les bénéfices. Porsche s'échange comme excusez-moi, comme un vendeur d'automobiles classique. Et pourtant, vous allez faire... Bon, si quelqu'un fait une analyse comparative, il va dire, bon, Porsche et Ferrari font à peu près la même chose, c'est du luxe. Donc, si Ferrari s'est négocié à 40 fois les bénéfices, Porsche devrait également se négocier à 40 fois les bénéfices. Non. Non, non et non. Les deux n'ont pas la même stratégie. Et vous voyez ici que la stratégie de Porsche, c'est pas une... Franchement, renvoie plus à une entreprise qui vend de l'automobile. C'est du haut de gamme. On va le dire comme ça. Donc, c'est plus proche des Mercedes et BMW. Donc, je continue et je termine cette note. Parce que ça fait longtemps qu'on me demande de comparer les deux entreprises. Je pense qu'en le faisant comme ça, vous pouvez voir que ce n'est pas la même stratégie. Donc, vous voyez qu'il y a une ici qui aura tendance à maintenir son pricing power. Dans le secteur de l'automobile, ils sont généralement des price takers. Donc, le prix dépend de ce que la concurrence également peut proposer, la nouveauté, etc. Pourtant, Ferrari, on fixe le prix, les volumes sont limités, la clientèle se bouscule. Et on a une clientèle qui n'a pas les mêmes problèmes que, voilà, monsieur et madame tout le monde. Pourtant, sur Porsche, tirez vous-même les conclusions. La partie 911, c'est correct, ça peut s'affoncer à peu près comme Ferrari, exclusivité, etc. Mais imaginez quelqu'un qui achète un sac Birkin, par exemple, va dans la rue et se rend compte qu'on vend un Birkin, mais bas de gamme. Disons, il est juste plus petit. Et il coûte 5 fois moins cher. Vous pensez que ça va augmenter la valeur, la perception de valeur de la marque, la désirabilité? C'est un problème. Les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Je ne sais pas pourquoi ils ont cette stratégie-là, mais ça ne fonctionne. Oui, en termes de revenus, ça rapporte beaucoup d'argent, mais franchement, je veux dire, c'est une stratégie questionnable pour moi. À force, c'est une entreprise qui va diluer la perception de valeur qu'elle aura auprès de ses clients. Et on peut le dire ici, c'est que c'est pas comme si, je pense que c'est une... Enfin, je vais en parler tantôt dans la suite,
Mais la stratégie ici devrait à peu près s'orienter. Ils devraient se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'ils veulent faire littéralement? Ils veulent quoi? Est-ce qu'on veut ressembler à Mercedes, BMW, ou bien on veut ressembler à Ferrari? Qu'est-ce qu'on veut littéralement? Donc, face à ces contraintes, Porsche prend des mesures correctives. Une réduction de 15% de ses effectifs et un recentrage sur les moteurs à combustion interne plus conformes aux attentes de ses clients. On n'a pas aimé l'électrique. Cependant, ces ajustements ne résolvent pas la tension fondamentale entre ces deux modèles économiques. Parce qu'il y en a deux. Elle a deux modèles économiques. Adopter une stratégie de volume, à l'image de BMW ou Mercedes, pourrait réduire la valorisation de Porsche. Ses concurrents affichant des ratios coût-bénéfice à un seul chiffre. Vous pouvez le voir avec Mercedes, etc. Normalement, l'automobile, c'est entre 10 et 15 fois les bénéfices de manière générale. Quand ça va mal, ça sera aux alentours de 10 fois les bénéfices ou bien un chiffre ici. Il faut normaliser les résultats. OK? Enfin, je parle par rapport à la période actuelle. À l'inverse, revenir à une exclusivité à la Ferrari nécessiterait une réduction drastique de la production de SUV. Un virage difficile à négocier. Parce que le marché ne va pas apprécier ça. Pourtant, c'est la meilleure chose à faire. Moi, je pense que c'est ce que Porsche devrait faire. Abandonner le volume et se concentrer sur l'exclusivité. Ça ne veut pas dire que ne faites plus de SUV ou quoi que ce soit. Les faire, continuez à le faire, mais sur une gamme, restez sur un prix haut de gamme, avec un nombre limité de véhicules. Point. Même si à court terme, cette stratégie, il va avoir un problème parce que le client qui veut acheter un Macan va se dire, mais ça roule partout, ces affaires-là. Vous voyez combien de Ferrari, vous, dans la rue, quand vous sortez? Combien de Ferrari vous voyez? C'est très rare, n'est-ce pas? Combien de Porsche 911? C'est très rare, n'est-ce pas? Combien de Macan vous allez voir? Combien de Cayenne? Combien de Taycan? Comptez. Faites une expérience. Allez dans la rue. Dites-moi en commentaire combien de SUV Porsche tu as vu aujourd'hui dans la rue. Il y a de fortes chances que vous en voyez au moins, voilà, disons, dépendamment de là où vous habitez, vous allez en voir au moins au moins un SUV par jour. Au moins un. Les Porsche, généralement, parfois en semaine, ça pourrait être très rare. Bientôt, c'est le Grand Prix de Montréal, donc actuellement, il y en a beaucoup qui passent. Bon, je ne dis pas qu'il y en a énormément non plus, mais je sais qu'à un moment donné, il y a une période où tu vas en voir beaucoup parce qu'il y a le Grand Prix, de Formule 1. Mais sinon, les SUV Porsche, je les vois matin, midi et soir. Matin, midi et soir. En tout cas. Donc, vous voyez que les deux modèles économiques ne peuvent pas subsister. Ça ne peut pas subsister. C'est bien, ça fait de l'argent, etc. Parce que monsieur et madame tout le monde qui voulait s'offrir une Porsche, mais qui n'avait pas les moyens de s'en offrir, aujourd'hui peut avoir tendance ici à avoir une partie du rêve. Enfin, avoir une partie ici à posséder la marque mythique, notamment avec un SUV qui est plus abordable qu'un 911. Mais ça tue l'exclusivité. Ce qui peut avoir un effet négatif à long terme. L'avenir stratégique de Porsche donc se joue maintenant. Ces efforts pour être à la fois un constructeur de voitures de sport exclusives et un producteur de SUV à grande échelle créent une contradiction difficile à résoudre. Les erreurs en Chine, l'échec relatif de ses ambitions électriques et son exposition aux tarifs douaniers soulignent la fragilité de cette approche. Il est difficile de savoir si Porsche peut ou doit abandonner cette mentalité de production à grande échelle. Donc, moi, je vous ai donné mon avis. Mais, je vais dire, c'est également, ça vaut ce que ça vaut. D'accord? Donc, quelle que soit l'issue des tensions commerciales, Porsche devra clarifier son identité pour retrouver sa trajectoire. Et donc, si on va regarder les chiffres à la connaissance de tout cela, est-ce que vous pouvez encore évaluer Porsche comme si c'était du luxe? Mais non, je ne vais pas. Et je n'ai même pas parlé de chiffres. Hein. Je ne suis même pas rentré dans les derniers chiffres, etc. C'est compliqué. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est compliqué. Donc, si je prends P911, ça reste dans le secteur automobile. Voilà, c'est pas mal. OK? Mais la stratégie ne me plaît pas. Ça ne me plaît littéralement pas. Au niveau de l'évaluation, dans le secteur automobile, s'il fallait même une seule entreprise, enfin, est-ce que Porsche mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Je dirais non. C'est difficile. Non, pas du tout. Je préfère ne pas. Ferrari, oui. Peut-être que c'est la seule entreprise, c'est la seule compagnie automobile que je pourrais acheter. Mais actuellement, c'est la période, c'est intéressant de regarder les compagnies automobiles. Quand ça va mal, c'est le moment légèrement de regarder ces entreprises-là. Bref, en termes d'évaluation, premièrement, je regarde tous les actifs tangibles nets par action. On va essayer de les comparer ici. Qu'est-ce qu'on a? Aux alentours de 24 €.
OK? Ensuite, Porsche, nouvellement coté, existe depuis très longtemps certainement. Je ne peux pas faire de normalisation. Donc, ça va être compliqué pour moi à ce niveau-là. Quoique, je pourrais également utiliser un price to sales ici. Mais le price to sales peut avoir est vraiment très lié à la marge bénéficiaire. Donc, si on part de ce postulat, et ça reste ici de la... Comment on dit ça? C'est de la guesstimation. OK? On s'attend à du 3 milliards 500 en année N plus 3, alors qu'avant, ils attendaient du 7 milliards par là. Disons que c'est une entreprise qui peut produire à peu près 3 milliards 500. Prenons ça comme ça. OK? Voilà. 3 milliards 500. On me demande, je ne paierai pas plus que 15 fois les bénéfices ici pour Porsche. Aujourd'hui, ça fera à peu près 53 milliards. Est-ce que nous avons de la dette nette en date d'aujourd'hui? Dette nette, niveau de dette nette, qu'est-ce qu'on a? On a 2 milliards, donc presque rien du tout. C'est bien. Donc, elle a la capacité de souffrir. Moins le nombre d'actions, 911 millions d'actions, divisé par 0,911. Qu'est-ce qu'on obtient? On a à peu près un truc aux alentours de 58 € l'action. Donc, au prix actuel, Porsche pourrait être intéressante à regarder. Maintenant, si les volumes augmentent, etc., tant mieux. Si elle continue à user de son pricing power, tant mieux. Si la perception du marché change par rapport à Porsche, tant mieux. Et vous allez me dire ici que oui, mais le PER a augmenté. Oui, le PER a augmenté tout simplement parce que le bénéfice par action diminue. Aussi simple que ça. Donc, vous avez la stratégie de Porsche. Vous avez celle de Ferrari. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi est-ce que les deux ne peuvent pas se négocier au même niveau de multiple. OK? En tout cas, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve littéralement toujours le droit de me tromper. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt en désaccord ou en accord avec ce que je mentionne ici. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez tous les liens ici en description de la vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas les amis, c'est très important de lire les rapports financiers. Parce qu'en période difficile, ça vous aide énormément. Merci.